Bonjour tout le monde. Mon nom est Laurent Mesbah. Je suis facilitateur pour ce cours francophone sur la consommation et la production durable, un cours en ligne de 6 semaines qui est fait en collaboration avec sur le site conservationtraining.org, en collaboration avec le NB-SAP Forum, le programme des développements des Nations Unies. Donc, comme je disais, nous sommes donc à la 5e semaine de ce cours. Nous démarrons la 5e semaine. Cette semaine est consacrée aux chaînes de valeur durable de l'éco-innovation. Cette semaine est consacrée en fait à toute la chaîne entre la production jusqu'à la consommation et comment améliorer ces conditions. Aujourd'hui, nous aurons une conférence qui va être faite, une présentation qui va être faite par une experte que je vais présenter tout à l'heure, qui s'appelle Sandra Moneri, que je vais présenter. Tout d'abord, je vais juste introduire un petit peu plus le sujet. Le commerce et l'industrie dans le monde entier reconnaissent l'importance de la durabilité pour changer les modes de production et de consommation à un nouveau paradigme économique. Cependant, l'approche actuelle des améliorations progressives est avérée insuffisante pour faire face aux pressions environnementales et sociales des défis tels que la diminution des ressources et le changement climatique. Les dirigeants des entreprises de premier plan ont déjà identifié la nécessité de changer leur stratégie d'affaires et croient que la bonne approche est un changement radical, une approche éco-innovante. L'éco-innovation motive les entreprises à regarder au-delà de leurs frontières pour évaluer les risques et les opportunités de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur et en étroite collaboration avec des partenaires clés, ce qui permet de reconnaître leur réel potentiel de transformation et faire face à des pressions croissantes externes. Tirer les bénéfices de l'éco-innovation demande d'observer toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'entreprise afin d'identifier les possibilités d'amélioration et les facteurs de risque autour de la durabilité. Grâce à la recherche de solutions communes aux problèmes communs, d'importants bénéfices partagés peuvent être obtenus avec une plus grande valeur commerciale, environnementale et sociale. Donc, pour cette semaine, Madame Sandra Averus Moneri va nous faire la présentation. Sandra est agent de programme au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Sandra a rejoint le Programme pour l'environnement de l'ONU en 2007 et a travaillé sur les produits chimiques et la préparation aux catastrophes, la consommation et la production durable, et a également été adjointe spéciale au directeur de la division. Depuis juin 2015, elle a été responsable du portefeuille de production, engageant tous les acteurs, de production responsable, engageant tous les acteurs, en particulier le secteur privé et les experts en faveur de chaînes de valeur durable et d'économie circulaire, dans des secteurs liés aux produits chimiques, à l'industrie de la chimie, et ainsi tels que les textiles et les plastiques. Sandra est économiste en développement et a travaillé auparavant à l'UNESCO et à la division statistique de l'ONU. Donc, avant de donner la parole à Sandra, d'abord, je vous remercie d'être venu, de participer. Ensuite, je voulais juste rappeler aux auditeurs qui sont là, je vois que nous avons pour l'instant 18 personnes qui sont présentes, qui entendent. Je veux rappeler aux auditeurs le mode de fonctionnement de ce webinaire, que vous êtes invités il va y avoir d'abord une présentation qui va durer entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Ensuite, nous aurons le temps pour des discussions, des commentaires et des questions pour pouvoir faire des échanges. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour poser vos questions. Vous posez vos questions
en levant la main sur la ligne. Je vous donnerai la parole. Pour l'instant, votre micro est fermé, mais je vous donnerai la parole quand vous la demanderez après la présentation. Ensuite, de plus, vous pouvez aussi poser vos questions par écrit sur l'endroit qui est prévu à cet effet. Vous voyez un endroit où vous pouvez poser des questions. Mais a priori, c'est quand même, je vous encourage plutôt à poser les questions par oral, comme ça il y a plus d'échanges. Et enfin, je voulais rappeler à tout le monde que dans le cadre du cours, vous avez des forums de discussion auxquels vous êtes très fortement encouragés à participer. Cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de participation. Il n'est pas trop tard, donc pour la semaine 4, la semaine qui est passée. Et donc de participer au forum de discussion ainsi qu'au devoir maison. Et en tout cas, j'ouvre donc la présentation. Je donne la parole à Sandra et merci encore une fois d'être venue. Sandra, vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Merci beaucoup, Laurent, et bienvenue à tous. Je remercie l'équipe du cours en ligne de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler des chaînes de valeur durables et notamment de l'approche éco-innovation qu'a souligné Laurent dans son introduction. Pour un petit rappel sur la mission du programme environnement des Nations Unies, nous travaillons pour ouvrir la voie, encourager la coopération pour la protection de la nature, en inspirant, informant et donnant aux nations et aux populations les moyens d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures. Donc avec cette idée de mettre l'environnement au service du développement. Je pense que ce sont des éléments qui sont très importants dans les chaînes de valeur durables et dans l'approche éco-innovation qu'on va voir aujourd'hui. Notamment le fait qu'il y a énormément d'acteurs à impliquer pour pouvoir arriver à vraiment changer les chaînes de valeur et les rendre plus durables. Donc les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont classifiés ici en quatre axes. Le premier, c'est introduire les chaînes de valeur, l'économie circulaire et la consommation et la production durable. La deuxième, c'est le rôle des entreprises et du secteur privé dans les chaînes de valeur durables et pour les objectifs de développement durable. La troisième, les principales chaînes de valeur de produits de base. Donc, je vais mettre en exergue trois chaînes de valeur pour les illustrer. Et enfin, la contribution de l'éco-innovation à ces chaînes de valeur. Donc, pour commencer par la partie introduction et qui donne des éléments sur les définitions, ce dont on parle. Je suis sûre qu'il y a plusieurs éléments que vous avez déjà vus dans votre vie professionnelle ou dans les premiers webinaires auxquels vous avez assisté. J'espère que ce ne sera pas trop redondant. La première chose, c'est quand on parle de consommation et de production durable, il est nécessaire de regarder un produit, par exemple, avec une analyse de cycle de vie. Donc, qui correspond à regarder, d'une part, quelles sont les ressources que nous utilisons, les matières premières, et une extraction qui soit durable de ces matières, si elles sont des matières vierges. Des éléments liés à la conception, au Deforest, c'est Design for Sustainability, donc c'est créer un produit en pensant à sa durabilité. Encore du côté de la production, les éléments de production plus propres qui utilisent plus efficacement les ressources, donc qui sont moins énergivores, qui polluent moins les eaux, qui utilisent moins d'eau, par exemple.
jusqu'au transport de ces produits, aux éléments qui deviennent des éléments plus liés à la consommation, éco-étiquetage et certification des produits pour communiquer leur aspect durable. L'approvisionnement durable et donc notamment l'approvisionnement public, les achats publics durables qui sont un réel marché potentiel, parfois 20% à 30% des achats sont des achats publics dans des pays. Le marketing durable, la question des modes de vie. Et enfin, ici, on indique la gestion des déchets. Je pense plus généralement la fin de vie et aujourd'hui, en quoi un déchet peut être vu comme une ressource et rentrer à nouveau dans ce cycle de vie. Et la raison pour laquelle on parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui et la raison pour laquelle elle joue un rôle déterminant dans la durabilité et dans les chaînes de valeur durables, c'est qu'on a des modes de consommation et de production aujourd'hui qui ne sont pas viables à long terme, avec des études notamment du panel international sur les ressources, International Resource Panel en anglais, dont le secrétariat est à l'ONU Environnement, qui indique que au cours du XXe siècle, la consommation de ressources a été multipliée par 8 et que avec ce fort développement dans les 40 prochaines années, elle pourrait encore tripler. C'est une projection qui tient en compte évidemment de l'augmentation des hommes sur la planète et l'horizon à 2050 de 9,5-9,7 milliards de personnes, mais qui prend en compte aussi la consommation intensive qui existe aujourd'hui dans les modes de consommation et notamment dans les pays développés. Donc, si ces tendances continuent, et notamment ces tendances de consommation, on pourrait avoir 3 fois plus de consommation de ressources, ce que aujourd'hui la planète ne peut pas nous permettre. Et donc l'économie circulaire a été donc conçue en regardant comment la nature fonctionne et a pour objectif de minimiser les déchets, de retourner les nutriments et l'eau dans les écosystèmes. Et donc, elle s'inspire de la nature pour créer une approche cyclique. Ce qui est obligatoire quand on regarde l'économie circulaire, c'est d'avoir une approche qui est holistique et qui regarde tout le cycle de vie, donc de l'extraction jusqu'à la fin de vie, qui regarde aussi, quand on dit holistique, des éléments de façon compréhensive avec les gaz à effet de serre, l'impact lié à l'eau et l'utilisation de l'eau, l'écotoxicité, donc l'impact et la toxicité sur les hommes également, donc l'impact de produits chimiques sur la nature et l'environnement. Et les hommes. Et enfin, regarder l'impact, par exemple, sur la biodiversité et l'utilisation des ressources en général. Donc, c'est avoir une approche qui est globale et holistique. Et on arrive à la mettre en pratique grâce aux chaînes de valeur durables, qui est le sujet du jour et qui, en fait, correspond à faire une cartographie des chaînes de valeur. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Pourquoi parle-t-on de tous ces sujets-là et pourquoi est-ce qu'on le lie aux entreprises et à une forme d'entreprise responsable c'est parce que finalement le secteur privé et ces entreprises, quand elles agissent de façon durable et responsable, peuvent permettre de créer de la valeur partagée et des opportunités de croissance inclusive. Donc, je pense que une nouvelle fois, pour ces entreprises responsables, elles vont adopter une approche qui est une réflexion qui est axée sur le cycle de vie, avec cet élément holistique dont j'ai parlé,
elles adoptent une stratégie durable qui leur permet finalement d'orienter les objectifs de l'entreprise pour identifier des solutions durables novatrices et pour répondre aux besoins économiques de l'entreprise, mais aussi environnementaux et sociaux. L'approche chaîne de valeur pour les entreprises est essentielle puisque l'objectif, c'est de regarder non pas simplement ce qui peut se passer et ce qui peut être optimisé au sein des frontières de l'entreprise, mais aussi ce qui peut être fait en partenariat avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. À l'Oignon Environnement, on cible en particulier les petites et moyennes entreprises comme acteurs clés et qui ont besoin de soutien et en promouvant donc la collaboration avec un large éventail d'acteurs, y compris les grandes sociétés, y compris le gouvernement. Alors, en termes de concepts clés, je fais apparaître ici quelques définitions. Quand on parle de cycle de vie, je l'ai déjà ébauché, on parle des étapes successives et interdépendantes de la vie d'un produit, qui peut être un bien ou un service, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa mise en déchetterie. Quand on parle de chaîne de valeur, et je dirais que je l'opposerai à une chaîne logistique ou en anglais supply chain, si on prend le point de vue d'une entreprise, la chaîne logistique va être l'ensemble d'organisations, de technologies, d'activités, d'informations et de ressources qui permettent d'acheminer un bien ou un service du fournisseur jusqu'au client. La chaîne de valeur, elle est plus vaste et on va le voir sur l'illustration suivante. J'ai mis ces concepts clés pour que quand vous recevrez le PowerPoint, la présentation, vous pourriez les avoir par écrit. Donc en fait, si vous voyez cette illustration, la chaîne logistique, elle va finalement de l'extraction des matières premières jusqu'au fabricant et jusqu'à l'utilisation. Comment amener un produit à son utilisateur ou au consommateur ou un service. La chaîne de valeur, elle considère la valeur économique et sociale de ce produit, de ce service, et donc elle va intégrer le cycle de vie, la fin de vie. Est-ce que ce déchet peut avoir une valeur, être recyclé, devenir une ressource? Est-ce que ce produit peut être réutilisé? Et surtout, quelles sont les interactions avec les différents acteurs, les différents partenaires dont on a besoin pour que tout ça fonctionne. Donc, que ce soit les institutions, que ce soit les banques, que ce soit les associations de consommateurs, etc. Voilà, donc ça c'était pour poser un peu les bases et les définitions. On va revoir certaines dans le cours de la présentation. Donc on va parler aujourd'hui du rôle des entreprises au sein de l'agenda du développement et comment ça a été mis en valeur par les différentes décisions, que ce soit à Sendai concernant les catastrophes naturelles, industrielles, que ce soit dans le programme d'action d'Addis Abeba, avec l'investissement, le développement et la diffusion de technologies. La COP 21, donc climat, qui met en valeur l'implication des chaînes de valeur, mais également l'évolution managériale nécessaire et la mentalité, la culture d'entreprise qui soit plus axée sur des objectifs non seulement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux. Et enfin, dans les objectifs du développement durable qui demandent finalement un profond changement du système pour apporter des solutions, de l'innovation, de la compétence et qui peut aider par rapport aux indicateurs de développement durable. Donc,
il parle d'un partenariat pour un changement en profondeur et je pense que quand on parle de chaîne de valeur durable, on s'attend effectivement à ce qu'un nombre d'acteurs au sein de ces chaînes fasse partie d'un changement systémique et donc adapte la façon de la business as usual, donc la façon standard d'approcher les problématiques. Je remets juste les objectifs de développement durable ici, que je pense vous connaissez tous, en montrant que l'objectif 12 est donc sur la consommation et la production responsable, mais de nombreux thèmes et targets au sein de ces objectifs, de l'objectif 1, de l'objectif numéro 2 sur la fin, de l'objectif numéro 3 sur la santé, le bien-être, l'éducation, mais évidemment, par exemple, sur l'énergie, travail décent, industrie, sont fortement liés à la consommation, la production durable. En réalité, une étude a été faite par l'ONU à New York qui disait que l'objectif 1 sur la pauvreté et l'objectif 12 sont finalement les objectifs les plus centraux et les plus connectés à tous les autres objectifs. Si on parle des plastiques, simplement, la production, les modes de production, de consommation utilisant du plastique ont aujourd'hui un impact très important sur la vie aquatique. Évidemment, la façon dont on produit a aussi un impact très important sur la lutte contre le changement climatique. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent et sont liés. Les acteurs dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc on parle évidemment donc des entreprises, des PME, du secteur financier qui est nécessaire pour aider à une transition et financer certains coûts d'investissement. La communauté scientifique et technologique pour qui soit finalement dans une démarche de recherche appliquée qui permettent de mettre en œuvre l'éco-innovation, les communautés urbaines, le rôle des villes, les gouvernements évidemment, puisqu'il y a un certain nombre d'incitations qui sont nécessaires pour aider à développer des chaînes de valeur durables, et les consommateurs qui ont un véritable rôle à jouer, même si seuls, ils ne peuvent évidemment pas changer l'ensemble de la chaîne de valeur, mais sont souvent initiateurs. Alors, je vais vous présenter quelques chaînes de valeur. L'idée, donc, c'est à nouveau voilà, une approche de cycle de vie qu'on a cherché à illustrer ici, en montrant l'importance des petites et moyennes entreprises dans cette chaîne de valeur. Bien qu'étant une petite et moyenne entreprise avec des moyens limités, adopter une approche cycle de vie et donc pas forcément utiliser toutes les données et faire une analyse poussée, mais simplement adopter l'approche qui permet de voir les interactions avec les fournisseurs, les consommateurs ou les clients, le gouvernement, les régulations, le système financier ou de recherche, permet d'évaluer et de prioriser. Permet aussi de renforcer le poids des entreprises durables en montrant finalement que il y a un business case, il y a un intérêt pour les entreprises à changer leur mode de production et à proposer des produits qui soient plus durables. Les PME peuvent et devraient aussi se faire entendre pour
avoir un cadre politique plus favorable. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur l'éco-innovation, s'assurer qu'il y a une intervention au sein des entreprises avec une approche cycle de vie et qu'en parallèle, on analyse les différentes politiques existantes et on essaye de voir s'il y a des freins, des obstacles ou au contraire des synergies pour informer, promouvoir, favoriser une approche durable au sein des entreprises. Le financement, donc dont j'ai déjà parlé. L'objectif d'intégrer la durabilité aux stratégies d'entreprise, de créer des modèles d'entreprise qui vont contribuer à un objectif de société qui soit plus durable. On travaille aussi en développant les capacités des institutions qu'on appelle multiplicateurs et la création de réseaux pour échanger les meilleures pratiques. L'économie circulaire, les chaînes de valeur durable, la consommation et la production durable sont des éléments qui ont tellement de potentiel et en même temps, chacun dans son coin ne peut pas aujourd'hui arriver à montrer que 1 plus 1 égale 3. Il faut vraiment favoriser la collaboration, le partenariat, le dialogue pour pouvoir arriver à montrer qu'il y a un bénéfice social, un bénéfice environnemental et un bénéfice économique pour la société en général. Informer les consommateurs, informer le marché et diffuser et informer sur la valeur d'une chaîne de valeur durable et l'impact que peut avoir une stratégie d'éco-innovation. Donc ici, je l'illustre sur 3 secteurs, le secteur agroalimentaire, le secteur chimique et le secteur des métaux. Quand on parle du secteur agroalimentaire, on a des défis aujourd'hui. 800 millions de personnes souffrent de la faim et 2,5 milliards sont en surpoids ou obèses. On a des problèmes liés à la nutrition. D'ici 2050, la production alimentaire mondiale devrait augmenter de 60%. Et plus dans les pays en développement, en particulier en Afrique, avec près d'1 million de personnes qui sont attendues d'ici 2050, en plus de la population actuelle, pour nourrir une population qui devrait atteindre aujourd'hui 9,7 milliards, sans réelle possibilité d'augmenter les surfaces cultivées. Et ça, c'est une problématique qui est illustrée sous les formes de nexus, mais conserver les forêts pour des objectifs climat, des objectifs d'écosystème sont essentiels. Donc les villes prennent de plus en plus de place également. La terre disponible en surface cultivée reste limitée. Et donc, ce qui est recommandé pour arriver à une chaîne de valeur du secteur agroalimentaire qui soit plus durable, c'est des solutions intégrées et des valeurs partagées. Donc, utiliser les données et les méthodes des outils d'analyse du cycle de vie. Et donc, j'illustre chacune de ces éléments par des actions et des programmes que l'ONU Environnement soutient ou a mis en place. Donc là en l'occurrence ce qui s'appelle Life Cycle Initiative, qui est donc l'initiative cycle de vie. Les systèmes alimentaires durables, par exemple, avec la mise en place de la plateforme du riz durable. La transformation alimentaire, donc principalement en entreprise, et ici on travaille avec un réseau de production plus propre, plus économe en ressources et aujourd'hui qui applique éco-innovation, donc qui
permet aux entreprises de non seulement d'améliorer leur processus, mais également de proposer un produit ou un service qui soit lui-même durable. L'information sur les produits durables donc dans le secteur agroalimentaire, par exemple, via l'éco-étiquetage des produits, les modes de vie pratiques durables avec le programme du cadre décennal sur la consommation et la production durable. Donc le programme qui est sur les modes de vie durables et l'éducation. Et enfin, le gaspillage alimentaire, notamment le gaspillage alimentaire dans les villes avec la campagne Think, Eat, Save. Donc, penser, manger et sauvegarder. Ici, c'est le même type de solution intégrée, donc qui va de l'analyse jusqu'à travailler avec les producteurs, travailler avec les consommateurs, travailler avec les gouvernements et sur la partie fin de vie. Et qui est illustré sur le secteur chimique. Donc, je vais peut-être passer un peu rapidement étant donné le timing et pour pouvoir avoir plus d'échanges. Je voulais simplement mettre en valeur le fait qu'il est estimé que les ventes de produits chimiques vont largement augmenter d'ici 2050 et que c'est une tendance qui s'applique à au monde entier. Ça pose des questions, notamment quand ces produits sont des produits qu'on appelle hazardous or harmful, donc qui sont des produits qui peuvent poser un problème à l'environnement et aux hommes, à la santé notamment. Ici, je voulais illustrer via la chaîne de valeur des métaux les options politiques qui peuvent être trouvées, encore une fois, aux différentes étapes de la chaîne de valeur. Par exemple, au niveau de l'extraction, réduire l'impact de l'exploitation minière avec la transformation de métaux qui soit plus durable. Donc, appliquer, par exemple, l'évaluation d'impact environnementaux, suivi environnemental à toutes les étapes, renforcer les solutions d'extraction et l'utilisation de la meilleure technique disponible via des accords multilatéraux. Au niveau de la production, contribuer à une production qui soit plus durable grâce à des analyses de cycle de vie, qui permettent de gérer les métaux dans le long terme, de voir aussi leur valeur en fin de vie. Soutenir les conceptions de produits favorables au recyclage. Donc ici, on parle d'éco-conception, donc penser à concevoir les produits de manière à ce que les différents matériaux puissent être triés et recyclés et donc réinsérés dans l'économie, réutilisés derrière. Améliorer le transfert de technologies, notamment via des conférences internationales sur le recyclage, via le fait de mettre dans la même salle les personnes qui conçoivent les produits, ceux qui les utilisent, ceux qui les récupèrent, ceux qui les recyclent et ceux qui, derrière, vont réutiliser ces produits, ces substances et ces matériaux pour un nouveau produit, en espérant que les tout premiers, ceux qui conçoivent les produits, les conçoivent aussi pour permettre la réutilisation de produits, notamment tout ce qui se recycle aujourd'hui, papier, certains plastiques, certains matériaux de construction, par exemple.
Au niveau de la société, les options politiques sont de type informatif, du type volontaire, du type législatif, donc sensibilisation des consommateurs pour la première, méthode d'éducation systématique et soutenir les gouvernements pour analyser les données, notamment dans des technologies de recyclage. Et en termes législatifs, mettre en place un cadre législatif approprié et améliorer de façon continuelle les systèmes juridiques. Enfin, au niveau du recyclage, vu comme un élément clé pour la gestion durable des métaux, promouvoir le recyclage sur les meilleures techniques disponibles, renforcer les capacités technologiques et infrastructures dans la métallurgie pour augmenter le taux de recyclage, promouvoir des taux plus élevés de recyclage de métaux en fin de vie, notamment avec le développement d'infrastructures nécessaires. Alors, avec cette dernière partie, je vais essayer de vous illustrer en pratique comment utiliser l'approche et la méthodologie éco-innovation pour favoriser des chaînes de valeur de produits durables. Donc, l'approche qui est vraiment axée sur l'éco-innovation, elle consiste à intégrer la durabilité comme une source d'inspiration pour innover, donc pour que l'entreprise innove. Et ça, c'est à 3 niveaux dans l'entreprise, au niveau de la stratégie d'entreprise, au niveau de ce qui est traduit par modèle d'entreprise, mais qui correspond au business model, comment on met en œuvre la stratégie d'entreprise, et en pratique au niveau des opérations. Toute cette approche est basée sur une analyse de cycle de vie et vous allez voir pourquoi. Je vais passer ça parce que ça répète un peu ce qui a été dit précédemment, mais quand on parle de durabilité, on a bien ces 3 dimensions en tête, économique, sociale, environnementale, où la population, la planète et le profit. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'une approche axée sur le cycle de vie depuis le début de cette intervention? C'est parce que ça permet de prendre des décisions et comprendre comment ces décisions ont un impact sur chaque étape du cycle de vie. Donc, à chaque étape, que ce soit l'étape de l'extraction des matières premières, la production, la distribution, la vente, la consommation, la fin de vie, il y a des entrées, des éléments qui sont utilisés, énergie, eau, matériaux, des terres. Et il y a également des sorties et la production de gaz à effet de serre, d'émissions atmosphériques, d'effluents, des déchets. Et donc, le résultat de tout processus de production et de consommation, c'est le changement climatique, l'épuisement des ressources, la pollution de l'air, de l'eau et du sol. D'où l'importance de permettre aux entreprises de mettre en œuvre leur propre initiative de durabilité en ayant ces éléments-là en tête et à toutes les étapes du processus. Donc, ce dont on parle quand on parle de stratégie d'entreprise, c'est les objectifs à long terme. Et c'est ce que l'entreprise souhaite réaliser. Quand on parle de modèle d'entreprise ou business model, on écrit comment l'entreprise va déployer ses activités pour répondre à son objectif de long terme. Donc, comment se fait la création, le partage et le captage de la valeur. Et donc, ce graphe montre que une entreprise actuellement va regarder sa chaîne logistique, comment s'approvisionner, va regarder comment satisfaire ses consommateurs et
et quel est le profit qu'elle peut dégager. Avec l'approche éco-innovation dont on a parlé, l'entreprise va pouvoir avoir un objectif qui est durable, en harmonie avec la population, l'environnement, la croissance économique, le profit. Elle sera plus compétitive et plus innovante. Elle va créer des nouvelles possibilités commerciales avec potentiellement une hausse des bénéfices. Donc finalement, au lieu d'avoir une intervention vraiment ponctuelle et une intervention qui a un impact et est bénéfique pour améliorer le processus ou pour améliorer ses produits, elle peut repenser sa stratégie, elle peut repenser son business model pour avoir une plus grande valeur pour l'entreprise, mais une plus grande valeur pour la société. Donc, cette idée de regarder non pas la chaîne logistique, mais la chaîne de valeur globale permet de créer de la valeur. Et donc, je vous invite à aller voir, et je pense que c'est dans les lectures du cours en ligne, la publication sur l'éco-innovation, une opportunité pour les entreprises, qui explique finalement quels sont les arguments en faveur de l'éco-innovation et qui montre qu'il y a un intérêt réel pour le secteur privé à s'engager vers l'éco-innovation avec une croissance annuelle moyenne d'environ 15% sur un marché en stagnation. Donc le public cible de cette publication, ce sont les entreprises elles-mêmes ou les personnes qui conseillent ces entreprises, donc on appelle ici prestataires de services. Et ce slide permet de vous montrer les 5 valeurs ajoutées qui ont été identifiées via cette étude et cette publication. L'accès à de nouveaux marchés en expansion, le fait d'accroître la rentabilité sur toute la chaîne de valeur, donc pas seulement au sein de l'entreprise, le fait de pouvoir devancer les normes et les réglementations, notamment donc les normes et réglementations environnementales, pouvoir attirer des investissements et pouvoir accroître la productivité et les capacités techniques. Puisque dans une approche d'éco-innovation, on va également regarder quel serait le plus optimum en termes de production, donc moins émetteurs de gaz à effet de serre, utilisant moins d'eau et en même temps, on va sensibiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise à un objectif qui soit un objectif durable, donc qui augmente les capacités techniques des collaborateurs. Certains business models sont mis en valeur. Vous pouvez les retrouver dans la publication dont je viens de parler. Et peut-être juste un point, quand on parle notamment de devancer les normes, les réglementations, d'accès à des nouveaux marchés, quand on travaille avec les petites et moyennes entreprises, ce sont des informations auxquelles ils ont rarement accès et qui est assez difficile d'accès pour eux. D'où, encore une fois, l'objectif de travailler en priorité avec ce type d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, l'éco-innovation ne peut pas se faire tout seul et doit avoir des conditions favorables créées avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Comme c'est un changement qui est quand même assez systémique, ça demande aussi beaucoup d'innovation et de soutien à l'innovation, recherche et développement. Un accompagnement politique et des législations qui soient cohérentes avec des objectifs de développement durable et un financement, ce qui très souvent pose problème dans les pays en développement dans lesquels nous avons travaillé, puisque il y a
assez peu de lignes de crédit aujourd'hui qui sont dédiées à des objectifs verts, on va dire, éventuellement certaines pour des objectifs de changement climatique et de réduction de gaz à effet de serre, mais avec un objectif plus vaste, je serais intéressée d'avoir un échange avec vous à ce sujet. Donc voilà, ça c'est le manuel d'éco-innovation qu'on a développé. On a mis probablement 3 ans à le développer et puis on l'a testé dans 50 entreprises de 9 pays, 8 pays pendant 2 ans. Il permet de démontrer, donc montrer des études de cas de ces 50 entreprises. Il y a des suppléments donc sur les sujets, sur les chaînes de valeur, produits chimiques, agri-food, donc agriculture et produits agricoles et produits d'alimentation, et sur les métaux. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce site. Et donc, pour aller rapidement, parce qu'on a quasiment terminé le temps imparti à la présentation, les processus de mise en œuvre de l'éco-innovation, c'est travailler d'abord pour préparer, connaître l'état des lieux, définir la stratégie, définir le modèle d'entreprise ou business model, élaborer la feuille de route avec l'entreprise et mettre en œuvre, évaluer de façon régulière. Donc, ce sont des étapes qui sont faites à chaque fois, premièrement avec l'entreprise pour comprendre la chaîne de valeur dans laquelle elle est et quels sont ses défis et ses objectifs, ses atouts. Et en plongeant cette entreprise dans sa chaîne de valeur avec les acteurs qui l'entourent de façon directe ou indirecte pour pouvoir élaborer une stratégie durable. Alors, j'ai 2 exemples que je voulais partager avec vous. Le premier qui vient de Malaisie et le deuxième de Colombie. En Malaisie, on a travaillé avec un fournisseur de technologie d'encre et d'impression pour en Asie-Pacifique. L'approvisionnement local des pigments destinés à l'impression était limité et conduisait à de nombreuses importations de matières premières. Or, étant donné les taux de change et les fluctuations du prix du pétrole, l'importation des matières premières devenait très coûteuse pour les entreprises. Et par ailleurs, les consommateurs étaient exposés à des déchets dangereux car les encres étaient des encres utilisées à base de pétrole. Ça a demandé donc aux clients de la compagnie Axel Graphics d'engager des coûts d'élimination plus importants, plus élevés pour traiter les déchets et répondre à la réglementation. Enfin, il y avait un dernier problème que rencontrait cette entreprise, c'est que les produits qui étaient à base de pétrole ou de solvants à base d'hydrocarbures étaient utilisés pour mélanger les encres et présentent également des risques pour la santé des employés. Donc, on connaît la disponibilité et l'existence de matières alternatives durables comme les huiles végétales ou d'encre à base d'huile végétale, mais l'approvisionnement local était limité. Donc, ils ont décidé de remplacer ce produit de base qu'ils utilisaient par une encre écologique
de chercher à accéder à de nouveaux marchés grâce à l'éco-étiquetage et de développer de nouvelles opportunités de services grâce au leasing chimique. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre des produits, ils vendaient le service associé avec. Et notamment, en fait, un service qui permettait de réduire l'utilisation de produits chimiques et d'offrir, de nettoyer et faire le suivi des encres qui n'étaient pas des encres écologiques pour réduire l'impact et le coût pour pour leurs clients. Les avantages qu'ils en ont retirés, des revenus supplémentaires grâce aux services proposés par le leasing chimique. Donc, étant donné qu'ils ne vendent pas un produit et ensuite referment leurs portes, qu'ils vendent un service, il y a un revenu qui, au départ, est moins important, mais sur le long terme, est plus important. La fidélisation de la clientèle, car ils aident à réduire les déchets et les matières premières utilisées. L'accès à un nouveau créneau d'avenir grâce à l'éco-étiquetage en Asie, qui leur permet de nouvelles réglementations environnementales, de devancer les nouvelles réglementations environnementales, devancer la concurrence et potentiellement répondre à des appels d'offres d'achat public durable qui intègrent des critères de durabilité. Enfin, des bénéfices pour l'environnement. Les substances inutilisées pouvaient être réutilisées par Axel Graphics. Et la santé des employés, l'encre qu'ils ont utilisée était beaucoup moins dangereuse et entraînait moins d'exposition aux substances dangereuses. Je vais passer le cas de la Colombie, mais vous l'aurez sur les slides. Pour faire quelques remarques finales et ouvrir la discussion. Donc, on a travaillé dans 3 secteurs, dans 44 petites et moyennes entreprises dans 9 pays. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que travailler de façon isolée, indépendante, n'est pas conclusif. La coordination est vraiment la plus importante des méthodes. Comprendre l'environnement, l'écosystème dans lequel on se trouve. L'expérience nous a également montré que la création de partenariats est essentielle pour que l'éco-innovation fonctionne et qu'il est aussi très important de mettre en place des politiques qui permettent de renforcer les capacités des éco-innovateurs et de leurs partenaires. Donc, mettre en place des politiques qui sont conducives, favorables pour l'éco-innovation. Là, voilà, c'est juste un résumé des approches de l'ONU Environnement sur l'analyse du cycle de vie que je vous inviterai à regarder et sur l'éco-innovation et qu'on a déjà vu bien en détail. Donc, pour revenir sur le projet éco-innovation et conclure, grâce au financement de la Commission européenne, l'éco-innovation a été mise en place dans 9 pays, 44 PME, 3 secteurs qu'on a détaillés aujourd'hui, avec 2 éléments, un élément technique, l'assistance technique pour définir les stratégies des entreprises et les accompagner, et un développement politique pour identifier les problèmes, élaborer des politiques et les mettre en œuvre afin qu'elles soutiennent l'éco-innovation. Voilà, je vous remercie. J'espère n'avoir pas trop dépassé le temps imparti, Laurent, et je vous invite à échanger et poser des questions sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra, pour cette très belle présentation, vraiment complète. Je vois que nous avons maintenant 27 participants au total, donc plus nombreux avec des mains levées. Je voulais juste, avant de donner la parole, j'avais juste une question moi-même.
Bon, vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions que je voulais poser, mais je vois qu'à la fin, vous avez dit vous travaillez avec 44 PME, donc petites et moyennes entreprises dans 9 pays. Euh, il y a une raison pour laquelle vous travaillez uniquement avec les PME, mais pas avec les grosses, les multinationales, qui ont quand même un impact très important au niveau de la production au niveau mondial. Est-ce que vous travaillez avec les multinationales, les grosses entreprises? Oui, ben merci beaucoup de cette question. C'est vrai que dans la présentation, on a axé et l'approche éco-innovation, on l'axe sur les PME. L'objectif de ce projet, c'était de montrer qu'en fait, les PME pouvaient être un acteur et faire bouger les lignes et faire bouger les chaînes de valeur euh, pour qu'elles deviennent plus durables. On travaille également avec les multinationales et souvent la problématique des multinationales, c'est leurs fournisseurs, comment s'assurer de la traçabilité des informations, des produits. Ils arrivent à atteindre leur premier fournisseur ou le fournisseur indirect ou deuxième fournisseur, on va dire, dans la chaîne logistique. Parfois, n'arrivent pas à aller plus loin. Mhm. Donc l'idée, c'était de dire, bah, si on passe par les PME dans les pays en développement, c'est qu'ils peuvent être acteurs, ils peuvent créer eux-mêmes un environnement plus durable et en plus, euh, on atteint des personnes, des acteurs qui ne pourraient pas forcément être atteintes aujourd'hui ni aidés par des systèmes globaux qui sont gérés par les entreprises internationales. On travaille aussi avec les grandes entreprises internationales et sur des sujets de communication auprès du consommateur. Donc, comment communiquer de façon claire des produits qui sont durables ou qui ne le sont pas. Et donc, comment éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, on a créé un guide qui donne les critères de qu'est une bonne communication auprès du consommateur. Quels sont les éléments qui sont nécessaires pour que ce soit validé, on va dire, en tant que communication valable auprès des consommateurs. Oui, oui, bien sûr, c'est très important pour les producteurs, bien sûr, qui veulent s'assurer d'avoir toujours les consommateurs qui ont eux-mêmes conscience maintenant qu'ils ont un pouvoir important sur les Mm. directions que l'entreprise prend. Et est-ce que, sans faire de pub, est-ce que vous avez des entreprises que vous pensez qui vont dans la bonne direction et que vous reconnaissez? Est-ce que les 44 avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous publiez les travaux qui sont faits? Est-ce que c'est Oui, public ou c'est, oui, oui. c'est Alors en sur le fait, site? donc ce sera sur le site très prochainement. On est en train de finaliser les cas d'études, on va dire, qui D'accord. démontre les bénéfices économiques, environnementaux, sociaux des actions éco-innovation. Donc évidemment, les informations confidentielles ou financières vont pas forcément être présentes, mais l'approche qui a été adoptée, le changement d'un produit par un autre ou le développement d'un nouveau marché est illustré effectivement. Donc, Moi, ce sera très prochainement sur le très site, ouais. bien. Mhm. Sur le site, donc, Éco-innovation, donc UNEP, hein? unep.éco-innovation. D'accord. Ouais, je vais vous montrer. Bah, celui Très bien. qui est là, le UNEP. premier en bas de la table, de la page. Très bien. Voilà, le unep.éco-innovation.org. site est là. Ça tombe bien, très bien. Merci beaucoup. Mhm. Alors, Merci. oui, non, j'avais justement en tête, les médias en parlaient pas mal, de Unilever, qui est une grosse Mhm. multinationale qui produit Mhm. énormément de produits, pas seulement dans l'alimentaire, mais aussi dans d'autres domaines.
Oui. et qui prétend, donc le CEO, le directeur, le PDG prétend qu'ils vont dans une direction de durabilité. Mhm. Est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est Ouais. parce qu'il arrive aussi que les entreprises soient très bonnes en communication et ce qui se passe sur le Ouais. terrain et la qualité des produits n'est pas forcément ce qui est Ouais. annoncé. Alors il Mm. y a les directions qui sont prises, la situation telle qu'elle est maintenant. Mm. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont dans la bonne direction? Est-ce que vous avez peut-être C'est d'autres exemples? Oui, enfin, on a beaucoup d'exemples d'entreprises qui font du vrai travail sur la durabilité et je pense que notre directeur exécutif aujourd'hui cherche aussi effectivement mettre en valeur ces bonnes actions plutôt que à pointer du doigt les problématiques. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que si vous regardez par exemple dans le business case de l'éco-innovation, donc en quoi c'est utile pour les entreprises, je peux revenir sur le slide. Il y a le cas par exemple de Natura, qui est une assez grande entreprise au Brésil de cosmétiques, qui a basé tout son modèle sur un objectif durable, qui fait des produits de façon durable pour des marchés différents. Donc, le D'accord. cas de Natura, voilà, qui est en haut à droite de l'écran, est très intéressant. Mhm. Unilever ont une approche qui est très ils prennent très au sérieux les problématiques environnementales. Ils étudient énormément ces éléments-là. Ils ont environ 200 personnes qui travaillent sur l'analyse du cycle de vie de leurs produits. Donc, ils sont en constante recherche d'amélioration. Après, c'est toujours pareil. On se retrouve dans des situations parfois où ils font des détergents qui sont faits en accord avec les régulations les plus strictes. Ces régulations, par exemple, considèrent qu'il y a un traitement des eaux usées. Or, ils vendent ces produits-là dans des pays qui n'ont pas de Ah oui, traitement des d'accord. eaux usées. Mhm. Donc là, c'est aussi une question de responsabilité collective, on va dire, mais voilà, je pense qu'effectivement, Unilever a une approche qui est au global très axée sur des objectifs environnementaux, de durabilité. Ils sont très souvent cités comme des très bons exemples. Et on peut toujours faire mieux. D'accord. Donc, il y a beaucoup de travail pour tout le monde. D'accord. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Ok. Merci, merci Je sais beaucoup. Je pas. vais passer Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais qu'il y ait beaucoup de travail, c'est une bonne nouvelle. voilà, oui. Ok. Voilà. C'est la façon de le voir de manière positive. Voilà, je vais donner la parole. Il y a plusieurs personnes qui demandent la parole. Mhm. Donc, on va voir si on vous entend. Arsène Matabaro, vous m'entendez? Vous pouvez vous présenter? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, je me nomme Arsène Matabao, je suis de la République démocratique du Congo. Je voulais plus avoir des précisions à ce qui concerne les engrais chimiques et aussi les produits chimiques pour la conservation et la transformation des aliments. Maintenant, j'ai des questions et des préoccupations qui m'intéressent à cette heure. Je voulais demander à madame si il peut me donner ou m'expliquer les impacts positifs ou négatifs sur les plans économiques, environnemental, mais aussi pour la santé dans les engrais chimiques que nous utilisons dans nos champs. Et ma deuxième préoccupation concerne les produits de conservation des aliments, par exemple, quand on veut conserver les poissons, et d'autres choses. Est-ce que ces produits présentent des impacts négatifs et pourtant ISO, Organisation internationale de standardisation, les accepte comme des produits qui peuvent être utilisés dans les industries. Merci.
Merci. Sandra, vous avez entendu la question? Oui, absolument. Alors, j'avoue que ne pas être une spécialiste des engrais chimiques. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a travaillé sur l'éco-innovation pour le domaine agroalimentaire, l'objectif était d'avoir une approche qui réduisait l'utilisation des engrais et des produits chimiques autant que possible. Avec notamment ceux qui sont nocifs pour la santé et l'environnement. Je veux bien dire En quelques mots sur pratique, les engrais chimiques, si vous voulez. ouais. Euh, Oui, si vous avez un exemple, allez-y, oui, n'hésitez sur pas. les, en fait, un des problèmes importants des engrais chimiques, c'est que l'excès d'engrais chimiques finit dans l'eau, donc ça peut finir dans les nappes phréatiques, donc dans l'eau potable. Et puis, quand il y a beaucoup d'engrais présents dans l'eau, il peut y avoir ce qu'on appelle l'eutrophication, c'est-à-dire un Mhm, excès d'algues vertes qui se développent, qui ne laisse pas la place pour les autres formes de vie, donc qui perturbe mhm, complètement l'écosystème. Et ça peut arriver sur les zones côtières, donc dans les zones où les fleuves déversent, il peut y avoir un impact important à ce niveau-là. mhm. En tout cas, en termes de euh, méthode agricole, je pense qu'on revient sur y compris la FAO, on revient sur l'idée que c'est en augmentant les engrais chimiques qu'on va pouvoir nourrir le monde et des modes agricoles raisonnés et qui sont basés sur la restauration de la qualité de la terre pour pouvoir produire sur un même euh, euh, sur une même surface finalement plus de produits sans utiliser d'engrais chimiques et quand même aujourd'hui de plus en plus promu. Oui, 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 tout à fait. Donc, Alors, en fait, voilà. l'idée est la même que dans une économie circulaire, c'est-à-dire que en Mm, production agricole, on va devoir apprendre à, à produire sans avoir, en ayant le minimum de déchets possible et que les déchets, tous les déchets organiques représentent, ça reconstitue un engrais, en fait, qui permet d'enrichir le voilà, sol. naturel. Mhm, Là, effectivement, on absolument. recrée un petit peu, on essaie de recréer ce qui fonctionne dans un écosystème et Mhm, tout dépend des conditions locales. Il n'y a pas une règle générale. Tout dépend du climat, des terres, de la qualité de la terre. Et il y a des terres qui sont déjà naturellement très riches et n'ont mhm. pas besoin d'engrais. Donc tout dépend effectivement du Et sol. des terres qui ont été soumises à des engrais qui ont perdu de leur Oui, richesse, voilà, qui ont été qui appauvris. peuvent être Tout à fait. restaurés en quelques années. Mm. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez eu une réponse. Vous êtes content de la réponse? Bon, pas totalement pour l'agro-industrie. Mhm, Je voulais me rassurer pour les produits de conservation. Puisque dans mon pays, pour savoir si un produit est de bonne qualité ou ont des impacts néfastes à la santé, il suffit que le produit ait le certificat de l'Organisation internationale de standardisation. Maintenant, mhm, à ma connaissance, je sache que dans beaucoup de produits, de produits agroalimentaires, la conservation, il y a des fois que tu peux trouver les produits de conservation qui ont un impact vraiment positif ou négatif dans la respiration, dans les fois, surtout les pays qui viennent ouais. d'Afrique, puisqu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de contrôles comme chez nous. Donc, il suffit que vous ayez l'étiquette de l'ISO, l'Organisation internationale des standardisations, pour dire que le produit est vraiment de bon état. Bon, pour ça, l'assurance de savoir si un produit agroalimentaire qui a été conservé, puisqu'il n'y a pas de produit agroalimentaire qui ne contiennent pas de conservants. Maintenant, je voulais savoir si ces conservants qui ont été acceptés par l'Organisation internationale de standardisation, est-ce qu'ils ont eu, l'organisation, l'ISO, a des d'union entre l'ONU Environnement pour voir si vous pouvez
changer ou vous pouvez doser ces produits dans la conservation. Merci. Mais si vous voulez, je peux éventuellement, si vous pouviez laisser votre ou m'écrire un mail, je vais demander aux collègues qui travaillent sur l'agriculture en particulier leur avis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ISO donne un standard qui après peut signifie que le produit correspond à un standard. Après, les pays en général décident de législation et de la quantité d'utilisation autorisée, etc. Donc il y a, je pense, différents niveaux. Mais si vous voulez, je peux me renseigner auprès de mon collègue qui travaille sur ces sujets-là et n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que je viens de faire apparaître et je vous répondrai. Merci, merci. Très bien. La personne, je donne la parole à la personne suivante. Ayewomu Cyril, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez la parole. Pouvez-vous présenter bonsoir, aussi? Laurent. Bonsoir Laurent, bonsoir Madame Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, il faut remarquer, je suis Cyril Joamon, je suis agroéconomiste, je suis directeur exécutif d'une ONG béninoise qui s'occupe des questions de l'agriculture durable et de l'environnement. J'allais intervenir sur deux petits points, mais il y a un qui a été pris en compte tout à l'heure par M. Laurent dans son intervention, en demandant à Mme Sandra de nous fournir, s'il est possible, quelques bons élèves en termes de PME qui vont dans le sens que vous indiquez. Mais ma question proprement, c'est que dans l'intervention de Mme Sandra, je n'ai pas semblé avoir le rôle de la société civile dans cette question de, sur cette question de durabilité que vous abordez. Parce que les entreprises aujourd'hui, notamment les petites et moyennes entreprises, nous, acteurs de la société civile, nous les rendons responsables, n'est-ce pas, de cette inégalité économique, de cette exclusion sociale et surtout de ce désastre écologique. Est-ce que votre intervention, en tout cas à mon sens, a semblé mettre à l'écart, n'est-ce pas, la société civile? Quel est le rôle, ma question donc, de la société civile, n'est-ce pas, dans cette synergie d'action que vous proposez? Merci, madame. Merci beaucoup et peut-être que vous pourrez répondre en tant qu'agroéconomiste à votre collègue de RDC sur les engrais chimiques. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des éléments à ajouter, n'hésitez pas. Sur le rôle de la société civile, vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y a le rôle en tant que consommateur, où on peut se poser la question de quels sont les types de produits dont nous avons besoin, d'où viennent-ils, et donc quel est mon rôle en tant que citoyen dans une chaîne de valeur durable. Donc, ça renvoie aux éléments dont j'ai parlé d'éco-étiquetage, d'information, de sensibilisation, d'éducation de la société civile. Et ensuite, il y a un rôle évidemment très important en termes de lanceurs d'alerte de la société civile qui joue un rôle pour souvent motiver les autres acteurs à agir en faveur de l'environnement. Donc, je pense que la présentation aujourd'hui était axée sur les chaînes de valeur et comment essayer de modifier les produits, les services qui sont proposés
comment arriver à faire en sorte que les déchets soient utilisés comme ressources, comment arriver à faire en sorte que les produits soient réutilisés, soient réparés, comment en amont on peut se demander si on a besoin ou si réduire simplement l'utilisation de certains produits peut être une solution. Donc tout ça, je pense que ça fait écho au rôle et à la responsabilité de chacun qui est très souvent exprimé par la société civile. Mais la présentation était essayer d'être un peu plus pratique sur finalement qu'est-ce que une entreprise et son environnement autour d'elle, y compris les consommateurs qui, dans ce cas-là, représentent la société civile, peut modifier ses pratiques pour plus de durabilité. Mais je pense que c'est une pression quand on utilise différents outils dans l'éco-innovation, et un des outils, c'est regarder d'où viennent les différentes pressions, pressions qu'elles soient positives ou négatives, mais au changement, et pour aller dans le bon sens. Et évidemment, il y a des pressions liées au marché, évidemment, il y a des pressions liées à la régulation, et il y a aussi une forte pression des consommateurs et de la société civile. Donc, merci d'avoir rappelé ce sujet qui est essentiel et qui fait partie intégrante de la chaîne de valeur, effectivement. Vous avez vous-même peut-être, Cyril, un commentaire à faire. Comment vous voyez votre rôle en tant que, puisque vous êtes de la société civile? Tout à fait, le rôle de lanceur d'alerte, le rôle que Madame n'a pas semblé, n'est-ce pas, suffisamment pris en compte, à mon sens. Et c'était sur ce point-là que je voudrais évidemment qu'elle revienne, et elle est très, très bien pris en fait en répondant. Très bien, merci beaucoup. Merci, Madame. Et je viens de vous laisser un mail pour que vous nous mettiez en contact avec vos collègues qui interviennent sur l'agriculture durable. D'accord, très bien. Merci. Merci Très bien. beaucoup. Voilà, la personne suivante, Emmanuel Mébia, vous m'entendez? Vous avez la parole? Est-ce que vous entendez? Emmanuel Mébia? Non? On va passer à la suivante. Guiraïs Kassembele? Oui, je vous entendez? entends. Vous avez la parole, vous pouvez vous présenter. D'accord, je suis Gérès Kassembele. J'appelle de la République démocratique du Congo. Je suis membre de l'ONG Afirmama. Je suis chargé de l'entrepreneuriat féminin et de la commission agro-pastorale. Je suis aussi enseignant à l'université de Lubumbashi à la faculté d'agronomie. Je remercie Madame Sandra pour l'exposé qui a été très fluide, mais je veux revenir un peu sur les slides 1 et 2 où elle parlait de l'économie circulaire. Elle a présenté un schéma sur lequel elle parlait du marketing durable, mais elle est passée un peu plus rapidement. Je demande donc d'y revenir avec quelques exemples pour illustrer ce marketing durable. Merci. J'arrive au slide. Hop. Voilà. C'est celui-là? Ouais, celui-là. Ok, ok. Oui, en fait, le marketing durable, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que, comme vous le savez certainement, le marketing est en fait une forme de science qui cherche à comprendre la façon dont une personne va chercher à répondre à ses besoins et à répondre à ses désirs, et quels sont les différents éléments qu'une entreprise, en l'occurrence, peut employer pour favoriser
donc éventuellement l'acte d'achat. Et c'est une science qui aujourd'hui est de plus en plus avancée et arrive de plus en plus à identifier les ressorts qui font que même quand on est un peu fatigué de consommer, il arrive à retrouver un moyen de faire consommer encore plus. Donc la science du marketing en elle-même n'est pas forcément... en fait, ça dépend dans quelles mains elles sont mises et quel est l'objectif recherché. Donc, quand on parle de marketing durable, c'est aussi essayer de comprendre comment les consommateurs, qu'est-ce qui fait que les consommateurs aujourd'hui disent, en l'occurrence en Europe, 75% des consommateurs disent vouloir consommer des produits qui sont bio ou qui sont considérés comme durables, avec un étiquetage environnemental. Or, je crois que moins de 20% des consommateurs, en réalité, le font. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un consommateur va passer à l'acte contrairement à des intentions qui sont bonnes. Donc, l'objectif du marketing durable, c'est aussi de comprendre les ressources d'une personne, ce qui, en fonction de son âge, en fonction de sa culture, et essayer de la diriger vers un choix qui soit un choix plus durable. Ok, merci. Merci beaucoup. La personne, je donne la parole à Ibrahim Youssoufi. Vous m'entendez? Non, ça n'a pas l'air de... Attendez. Ah, vous êtes, Ibrahim, vous êtes vous-même coupé votre microphone, donc je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Où il est? Jean-Jacques Oyono, vous m'entendez? Jean-Jacques Oyono, vous avez la parole. Je n'entends pas. Gilchrist, Athénor. Oui, bonjour, je vous entends. Voilà, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Ayoun Gilchrist, je viens du Bénin. Je suis acteur agroalimentaire. Je suis prestataire de services en matière d'appui conseil, dans le cadre de l'agriculture. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre présentation. Il y a l'une des approches qui m'a beaucoup intéressé, c'est par rapport à l'approche éco-innovation. La mise en œuvre de cette approche dans le cadre des petites et moyennes entreprises. Ma question serait de savoir, en tenant compte par exemple des difficultés, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures auraient bien voulu mettre en œuvre cette approche, mais en partant des difficultés et des besoins en termes de renforcement de capacité ou en termes de coûts, en termes d'exigences par rapport en termes de coûts. Quels sont les accompagnements, par exemple, que vous offrez? Parce que c'est très important
de mettre en œuvre cette approche. Maintenant, quels sont les accompagnements que vous rendez disponibles pour les entreprises? Quelles sont les actions que vous menez, surtout en termes de renforcement de capacité? Il y a manque d'acteurs, par exemple, manque d'acteurs qui sont bien avisés par rapport à ces approches-là pour, par exemple, aider ou, par exemple, conseiller les structures pour mettre en œuvre ces approches qui s'inscrivent dans le cadre des modes de vie, des modes de consommation durable. Donc, moi, par exemple, je suis un acteur et je voudrais bien pouvoir aider les structures, les PME à pouvoir mettre maintenant. Quelles sont les actions que vous mettez en termes d'accompagnement du point de vue renforcement de capacité pour que les entreprises puissent avoir accès à cette démarche, puissent pouvoir œuvrer cette approche qui est très importante. C'est ma question, merci. Sandrine, il nous reste que quelques minutes. Essayez, si possible, de répondre rapidement. D'accord, très bien, merci. Merci pour votre question. On s'appuie sur un réseau qui s'appelle RecipeNet, qui est sur un réseau qui est présent dans environ 70 pays. Il faudrait que je regarde s'il est présent au Bénin ou pas, je ne suis pas sûre. Qui permet de travailler justement avec ces entreprises. Donc, on a formé les agences et les acteurs qui sont membres de ce réseau à l'éco-innovation pour qu'ils puissent ensuite eux-mêmes le mettre en œuvre dans les pays. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé dans les 9 pays qui étaient mentionnés au sein du projet. Évidemment, tous les documents, tous les exemples sont disponibles gratuitement en ligne. Mais effectivement, j'entends bien votre point et on cherche maintenant qu'on l'a mis au point cette approche qui est particulièrement innovante, on cherche à le développer d'autant plus et à faire des formations de formateurs un peu dans différentes régions du monde. Ça demande des financements, donc on monte des projets, on demande aux bailleurs de fonds leur soutien pour faire ça. Mais donc pour répondre à votre question, on a je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau formé des acteurs qui peuvent conseiller des entreprises en utilisant l'éco-innovation et cette approche-là. Et ensuite, il y a un autre niveau qui est vraiment au niveau des entreprises elles-mêmes. Vous parliez de renforcement de capacité et de coûts. On leur dit voilà, c'est une approche qui ne cherche pas à optimiser un peu l'utilisation de l'eau ou etc., même si ça le prend en compte, mais qui cherche à rendre votre business et vos activités plus durables et y compris avec l'élément économique qui est de dire mais si vous mettez en œuvre cette stratégie qu'on élabore ensemble, vous aurez un retour sur investissement d'ici un an et demi. Donc c'est intéressant, y compris économiquement pour l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, il y a encore d'autres gens qui lèvent la main, mais le temps est vraiment très limité. Donc, on va devoir s'arrêter là. Je suis désolé pour les autres qui ont demandé. Mais en tout cas, merci beaucoup Sandra pour la très belle présentation complète qui nous a permis d'avoir un meilleur aperçu du sujet. Alors, je voudrais rappeler tous les participants que vous êtes encouragés aussi à poster des commentaires et des remarques ainsi que les devoirs que vous avez à faire sur le site NBSAP Forum, sur lequel vous pouvez aussi poster des commentaires. Et bien sûr, je souhaite à tout le monde
Aussi une bonne fin de cours donc pour cette semaine et la semaine prochaine. Et encore une fois, merci Sandra pour votre participation. Peut-être vous avez un mot à dire, un mot de conclusion. Oui, bah, je vous remercie de m'avoir invité et je vous remercie pour les échanges qu'on a pu avoir sur le sujet. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui avaient des questions. Si jamais ce sont des questions urgentes, n'hésitez pas à me les poser par mail et j'y répondrai au mieux. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.